Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 or Not dans lequel je te présente le jeu Ta Wars, qui est une édition, un jeu de Board to Death, un jeu qui avait passé par Kickstarter, qui est un jeu de contrôle de territoire, de développement de ressources, mais qui se joue strictement avec des tours à dés. Fait que dans ce jeu-là, tes ouvriers sont des dés. Tu vas les lancer, tu as vu à quel point c'est gros les tours à dés. Il y en a 6, c'est un jeu qui se joue jusqu'à 6. Quand tu vas avoir déployé des ouvriers ou des soldats, tu vas lancer des dés à l'intérieur de la tour, ils vont sortir de l'autre côté, puis c'est comme ça que tu vas viser tes adversaires, viser les zones sur lesquelles tu veux déployer tes unités pour te faire des ressources, etc. Tes ressources sont représentées par des dés. Tu comprendras donc que ton D12 est plus fort que ton D4. Tu as un dé de chaque type de ressources. Et le but, c'est de ramasser un certain nombre de points de victoire et d'être le premier à le faire. Fait que c'est un jeu que tu déploies des unités, tu essaies de faire des quêtes, tu progresses sur différentes pistes de ressources, ensuite tes dépenses pour aller chercher divers bonus. Fait que comme d'habitude, je vais te montrer comment on installe ça. Je reviens, je t'explique comment on y joue évidemment, et je reviens à la fin te dire ce que j'en ai pensé. Au niveau de la mise en place individuelle, on va avoir différents plateaux de joueurs comme celui-là. Chaque joueur va s'en choisir un. Sur le plateau, ça nous indique avec quel tour on va commencer. Fait qu'on a des grosses tours à dés. Et on va avoir des petits éléments à placer sur son plateau. Fait qu'on a une série de cubes. On va placer une cube sur le 0 couronne. Fait que juste tout simplement la mettre sur cette piste-là pour commencer. On va faire la même chose pour l'attaque et la défense. Fait que les pistes qui sont juste ici. Ce qui indique qu'on commence à 8 de défense et on commence à plus 0 d'attaque. On va commencer avec 5 points de vie. On a donc un cube qui place là. Et on a 4 ressources dans le jeu. Fait qu'on a des bancs de poissons, du bois, de la pierre, du cristal. On va commencer avec 2 de chacune des ressources. Fait qu'on va aller placer un cube au bon endroit. On va avoir aussi un set de dés, un classique, là, les sets classiques de jeu de rôle, donc avec 2 des 10, 1 des 12, 1 des 8, 1 des 20, 1 des 6 et 1 des 4. Si j'ai bien compris, je ne suis pas sûr à 100%, on utilise juste 1 des 2 des 10 et on va les placer sur les zones juste ici. Fait qu'on voit que les dés sont imprimés directement sur le plateau. On va aller placer un de nos dés sur chacune des zones qui est imprimée sur le plateau. On a une zone qui s'appelle nos dés actifs. Fait que les dés qu'on possède à ce moment-ci, c'est à cet endroit-là que le D4 est imprimé, ce qui indique que lui, on va toujours le récupérer quand on l'utilise. Au niveau de la mise en place générale, on va se trouver une zone quelque part autour du plateau où on va brasser notre deck de cartes quête. Il y a 2 types de cartes quête. Il y a en fait 3. Il y a des types de cartes attaque où on a un symbole d'épée. Il y a un type de carte que c'est de la défense où on a un symbole de bouclier. Et on a des types de cartes échange où on a comme quelque chose à payer en bas puis une récompense, quelque chose à payer en haut puis une récompense dans le bas de la carte. On va donc se trouver une zone. On va révéler les 4 premières cartes du deck quête qui vont être disponibles pour les joueurs en début de partie. Et il va nous rester à placer la carte. On a 4 cartes qui viennent avec 4 plateaux de jeu, en fait, qui viennent avec le jeu. Sont quand même assez grosses, sont différentes les 4. Fait qu'on choisit laquelle on veut placer. Et chaque joueur va avoir à les placer sa tour. Pour commencer, proche de lui, proche de son propre plateau. On va coller sa tour sur le bord en commençant la partie. On va s'enligner vers le centre du plateau, fait qu'on a une ouverture dans laquelle on va lancer nos dés et l'endroit duquel, à l'opposé de l'endroit duquel nos dés vont sortir. On essaie d'enligner ça sur le centre et on essaie de placer les autres tours à peu près à distance égale autour de nous. Fait que je devrais avoir une tour avec les joueurs qui vont m'opposer, puis lui, ce joueur-là va avoir une tour aussi qui est pas très loin pour qu'on soit rapidement en face des uns et des autres. Il va nous rester à distribuer à chaque joueur un petit bâtonnet de déplacement à sa couleur et une carte d'aide-mémoire pour la structure du tour de jeu. Et on va être prêt à commencer la partie. Maintenant, comme d'habitude, avant de rentrer dans les règles, comment gagne-t-on une partie de Ta Wars? Ben, on va gagner une partie de Ta Wars en faisant 5 couronnes. Fait que dès qu'un joueur se rend à 5 couronnes, peu importe comment il les a obtenues, ça déclenche la fin de la partie. Fait qu'à la fin du tour en cours, on va regarder s'il est le seul joueur à s'être rendu à 5 couronnes.
Si c'est le cas, il va gagner la partie. Si un deuxième joueur réussit à se rendre à 5 couronnes dans le même tour de jeu, on va déclencher une espèce d'éliminatoire, puis on va faire une course à 6 points. Et là, le premier joueur qui serait à 6 points, peu importe à quel moment de la phase, on arrête de jouer immédiatement, puis il remporte la partie. Donc, ça devient une course au point, mais de base, ce qui va déclencher, c'est le premier joueur qui se rend à 5 couronnes. Comment on fait nos couronnes? On a principalement 3 façons de le faire. On peut faire nos couronnes en faisant des échanges commerciaux, fait qu'en échangeant des ressources pour les acheter. On peut faire nos couronnes en attaquant d'autres joueurs, ou on peut faire des couronnes en réussissant certaines quêtes qui vont nous donner des couronnes comme récompense. Au niveau de la structure du tour de jeu, c'est relativement simple. On suit les étapes qui sont ici. Fait qu'on a une étape de quête où les joueurs vont ramasser des cartes quête. On a une étape où les joueurs vont donner des ordres à leurs dés qui sont déjà déployés sur le plateau. On a une étape où on va recruter des nouveaux dés et faire des échanges commerciaux si on le veut. Et ensuite, on va avoir une étape où on va bouger, on va naviguer avec notre tour à dés principal et on va pouvoir déployer nos armées qui sont nos dés. À la fin de cette étape-là, si on répond aux conditions d'une quête, on va pouvoir résoudre également une carte quête. Maintenant, allons voir toutes ces étapes-là, l'une dans la suite de l'autre. Première étape, l'étape de quête. On va tout de suite préciser qu'avant de faire la première étape de quête, les joueurs vont avoir à faire une dernière étape de mise en place. En commençant par le premier joueur, qu'on va désigner avec ce petit jeton-là, les joueurs vont commencer la première étape de quête, puis on fait ça juste une fois au début de la partie, en déployant 3 dés. Déployer des dés, ça veut dire prendre des dés. Et les 3 premiers dés qu'on va déployer, c'est le D4, le D6 et le D8 qu'on a gratuitement en début de partie. Et les lancer tout simplement dans sa tour à dés. On peut les lancer avec une certaine force si on le veut, on peut le pichenoter, on peut l'envoyer comme on veut. Et on voit que après avoir lancé ces dés-là, on voit qu'il y en a un qui est tombé juste en avant, les dés vont se déployer à différents endroits sur le plateau. Fait qu'avant de commencer la première étape de quête, tous les joueurs vont avoir à déployer 3 dés comme ça. Maintenant, l'étape de quête en tant que telle qu'on refait à tous les tours de jeu. Fait que l'étape de quête, les joueurs ont 3 options. Les 2 premières options sont disponibles seulement si le joueur n'a pas encore 2 cartes de quête à côté de son plateau personnel. Fait que option 1, un joueur peut tout simplement prendre une carte de quête et l'ajouter, une des 4 cartes de quête, et l'ajouter à côté de son plateau personnel. Ça lui donne donc une quête que ce joueur-là va tenter de réussir. Option 2, le joueur peut à la place prendre la première quête du deck et l'ajouter, même chose, à sa zone personnelle. Je répète qu'on ne peut pas faire les options 1, qu'on ne peut faire les options 1 ou 2 que si on a moins de 2 cartes. Fait que si j'avais déjà 2 cartes dans ma zone, je ne peux pas en rajouter une, qu'elle vienne de la zone de la rivière de cartes ou qu'elle vienne du dessus du paquet. La troisième option, si on le veut, on peut tout simplement à la place défausser une carte, qu'on pourra se faire une zone de défausse pour le deck de cartes, et la remplacer par une carte qui vient du paquet. On comprendra que si on a déjà 2 cartes de quête, on est obligé de prendre la troisième option puis de scraper des cartes pour s'assurer que la rivière de cartes continue à rouler toujours. Fait que soit on s'ajoute une carte qui vient de là, soit on s'ajoute une carte qui vient de là, soit on défausse une carte puis on la remplace et on a un maximum de 2 cartes. Fait que si on a déjà 2 cartes, on est obligé de prendre l'option 3. La deuxième phase du tour de jeu, je donne des ordres à mes dés. On va également résoudre cette phase-là dans l'ordre de tour de jeu, donc c'est moi qui vais commencer, je suis le joueur mauve. Pour donner des ordres à ces dés, on va toujours commencer par le plus petit dé, puis ensuite on va monter. Fait que je vais commencer par donner un ordre à mon D4, ensuite mon D6, ensuite mon D8. Si j'avais des 10 et 12 sur le plateau de jeu, même principe, le D20 n'est jamais sur le plateau, il ne reste jamais sur le plateau de jeu, fait que là on n'aurait jamais à lui donner d'ordre, on y revient plus tard. Fait que donc, si je commence avec mon D4, j'ai, en fait, là, présentement, de la façon qui est placée, j'ai 3 options. Mes 2 premières options, c'est que je peux récolter des ressources avec mon dé. Donc, quand je veux récolter des ressources, je vais défausser le dé et récolter la valeur numérique de mon dé en ressources. J'ai dit que j'avais 2 options parce que dans ce cas-ci, mon D4 touchait à 2 zones. Il touche à la zone de ville et il touche à la zone d'eau. J'aurais donc le choix de laquelle des 2 zones je veux que mon D4 dépende pour récolter des ressources. Et quand il touche à 2 zones, par exemple, s'il était ici, il est entre la montagne et l'eau, je pourrais même séparer sa valeur entre les 2 zones. Fait qu'il récolte 3. Je pourrais dire qu'il récolte 2 ressources d'eau, qui sont du poisson, et une ressource de la montagne, donc de la pierre.
Quand on récolte des ressources, on va tout simplement l'ajuster. Fait que si je décide que mon D4, je le dépense, donc je l'utilise, je vais le ramener juste ici, parce que le D4, il revient toujours là. Fait que je vais faire 2 de poisson, puis je vais faire 1 de pierre, par exemple. Ou j'aurais pu faire 3 de poisson, puis pas faire de pierre. Dans l'exemple qu'on vient de voir. Si je fais plus de ressources que ce qui est possible sur ma fiche. Fait que disons que si j'avais commencé comme ça, j'ai déjà 4 poissons, et je décide que j'en fais 2 autres et une pierre. Là, je fais ma pierre, puis mes 2 autres poissons, ça va faire 1. Et comme je dépasse le maximum, je vais faire 1 de la ressource suivante. Important de préciser que si je fais 1 de la ressource suivante, c'est peu importe j'ai dépassé de combien. Fait que si j'étais, disons, à 5 et je fais quand même 3 de poisson, mais comme mon poisson il est plein, je vais faire 1 de la ressource suivante. Si la ressource elle-même est pleine, j'ai 5 de poisson, j'ai 5 de bois et je fais 3 de poisson, je vais faire 1 de la ressource disponible suivante. Dans ce cas-ci, ce serait pierre. Fait que je ferais une pierre. Et on fait tout simplement ça avec tous les dés si on veut récolter des ressources. Si on ne veut pas récolter des ressources, on a l'option de laisser le dé sur le plateau. Fait que disons que je suis déjà plein de poissons, je ne veux pas prendre mon 8 tout de suite. Si je le laisse sur le plateau, je vais augmenter sa valeur de 1. Fait que mon 7 va devenir un 8. Je pourrais dire que je fais la même chose avec mon 1 qui devient un 2 dans la montagne. Je préfère le laisser là. Je récolterai des ressources avec au prochain tour. Quand j'ai décidé qu'est-ce que je fais avec chacun de mes dés, soit récolter des ressources, soit le laisser là pour pour augmenter sa valeur pour le prochain tour. Je fais également des ressources avec ma tour elle-même. Elle va faire une ressource de la zone où elle se trouve. Dans ce cas-ci, je commence dans la montagne. Même principe, si je touchais à 2 zones, je choisirais laquelle des 2 ressources je voudrais prendre, fait que soit la pierre, soit le pan de poisson dans ce cas-ci. Dernière chose à dire, les villes. Les villes vont offrir des ressources particulières. Fait que si je décide de prendre un dé, disons que le joueur qui a les dés bleus et blancs décide d'utiliser son D4 en ressources et que son D4 est complètement dans une ville, la ville va donner une ressource au choix du joueur, peu importe la valeur du dé. Fait que dans ce cas-ci, il y aurait le choix d'en faire un poisson, une pierre, un bois ou un cristal. Et c'est comme ça que les villes vont fonctionner. Même chose, si ma tour est dans la ville, la ressource que je prends pour ma tour, je vais avoir le choix de n'importe laquelle des 4 ressources. Fait que c'est intéressant d'avoir les tours dans les villes. Je termine finalement les explications sur la phase d'ordre, donc la phase de récolte de ressources, en précisant que quand on utilise un dé, à l'exception du D4, le dé est dépensé. Fait que si je décide, si par exemple je n'avais aucun poisson présentement, et je décide d'utiliser mon D8 pour faire du poisson, fait que je dépenserais mon D8, je le ramènerais sur mon plateau principal, il serait dépensé, j'aurais à le racheter plus tard. Et là, dans l'exemple que je fais, je fais 8 poissons, fait que donc j'augmente à 5. Comme je dépasse la valeur maximum, je fais 1 du prochain. Comme il est déjà au complet, je fais 1 du prochain. Fait que je ferai donc 5 poissons et une pierre grâce à mon 8. Mais le 8 est dépensé. Quand tous les joueurs ont fini leur phase où ils donnent des ordres à leur dés, donc augmenter leur valeur ou les dépenser pour récolter leur valeur en ressources, on passe à la phase justement de recrutement et d'échange. On va tout de suite commencer par l'échange, qui est la partie la plus simple de cette phase-là. Dans la phase d'échange, c'est dans cette phase-là, puis ça c'est simultané, tous les joueurs peuvent le faire en même temps, on peut dépenser 3 ressources de chaque type pour se faire une de nos 5 couronnes dont on a besoin. Fait qu'on voit que c'est très dispendieux, je pourrais dépenser 2 poissons, 3 poissons, 3 bois, 3 pierres et 3 cristaux pour faire un de mes points de victoire que je verrai sur la petite piste juste ici. Il y a une règle optionnelle avec laquelle on peut jouer, il faut s'entendre en début de partie, où on ne peut pas faire notre 5e point de victoire de cette façon-là. Mais la règle est optionnelle, on peut tout à fait jouer sans cette règle-là. L'autre option que j'ai, au lieu de faire du commerce, c'est de recruter des dés. Et si je le veux, j'ai les ressources, je peux tout à fait faire les deux. Je peux tout à fait acheter une couronne et avec les ressources qui me restent, recruter quelques dés. Pour recruter des dés, on doit payer le coût qui est indiqué juste ici à la droite de chacune des pistes. Fait que c'est donc chacune des pistes qui va payer un dé en particulier. Fait que si mon D6 était présentement sur mon plateau de jeu, je pourrais payer 2 de poisson. Pour le rendre disponible, je pourrais payer 2 de bois pour m'acheter un D8, je pourrais payer 3 de pierre pour m'acheter un D10, je pourrais me payer 3 de cristaux pour acheter un D12, et on pourrait payer 1 de chaque type de ressources pour acheter un D20, ce que je ne peux plus faire présentement. J'aurais pu, à la place d'acheter mon dernier dé, décider que je dépense un dé de chacun des types de ressources pour acheter le D20. Donc, il faut tout simplement payer, et c'est ces dés-là qu'on va pouvoir déployer dans la dernière phase du jeu. Dans la dernière phase du jeu, les joueurs vont pouvoir naviguer et déployer leurs armées. Naviguer, ça veut dire bouger sa tour.
Quand on bouge sa tour, on a 3 options. Et on va ça, encore une fois, on va faire cette phase-là dans l'ordre de tour de jeu. Fait que donc, première affaire, on doit bouger. On doit décider si on bouge ou si on ne bouge pas. La première option, je viens de le dire, on peut décider qu'on reste là, on est satisfait. La deuxième option, on peut décider qu'on tourne notre tour, mais sans la déplacer. Fait que je peux l'enligner dans la zone que je veux. On sait qu'on peut attaquer les autres joueurs. Fait que je pourrais décider, par exemple, si cette tour-là était comme ça, ben, je pourrais décider, je ne bougerai pas, mais je vais juste me tourner comme ça pour m'enligner vers elle pour potentiellement peut-être être capable de l'attaquer. Troisième option, on peut bouger et c'est à ça que ce petit bâtonnet-là va servir. Si on veut bouger, on va aller mettre le bâtonnet en avant de notre tour et on va avancer aussi loin qu'on le veut sur le dit bâtonnet jusqu'à potentiellement se rendre jusqu'au bout du bâtonnet, comme ça ici. Disons que dans mon cas, je pourrais dire, ben, je me rends jusque là, fait que je vais enlever le bâtonnet, puis je vais me déplacer comme ça ici. Fait que ça, c'est donc notre mesure pour savoir jusqu'à quel endroit on peut aller. Mais dans mon cas, comme je vais vouloir faire divers exemples, on va dire que je me suis juste tourné comme ça. Immédiatement après avoir fait son déplacement, dans la même phase, on va déployer nos dés. Donc, on se déplace et on déploie. Et là, je le précise, j'aurais pu décider que je me déplace en ligne droite, soit je me tourne, soit je bouge pas. Dans les 3 cas, ça compte pour mon déplacement. Quand on fait notre déploiement de dés, on va choisir tous les dés qu'on veut lancer. On n'est pas obligé de tous les lancer. Et nos dés doivent être dans notre zone active. Donc, avec la récente phase d'achat que je viens de faire, j'ai le choix de lancer ces 5 dés-là. Tous les dés, sauf le D20, peuvent être des dés d'attaque ou des dés d'ouvrier. Le D20 ne peut être qu'un dé d'attaque. Fait qu'on va le couvrir en dernier pour les attaques. Les autres dés, quand je vais le lancer, je dois le dire si c'est un dé d'attaque. Si je ne dis rien, c'est automatiquement un dé d'ouvrier. Et les attaques ne feront rien. Ça veut dire si je dis rien puis je lance mon D8, mon D10, dis-je, même si mon D10 a touché l'autre tour, ce n'est pas un dé d'attaque. Je l'ai tout simplement déployé pour potentiellement ramasser du poisson au prochain tour. Fait que si j'ai ramassé un 5 sur le poisson. Si je décide que c'est un dé d'attaque, je dois le dire, je dis je t'attaque avec mon D8, je le lance, et là il peut se passer 2 choses. Soit je frappe la tour, soit je ne la frappe pas. Si je ne frappe pas la tour, mon dé n'est plus un dé d'attaque. Je le laisse là, j'ai complètement raté mon attaque, mais le D8 va rester sur le plateau de jeu. Et au prochain tour, je pourrais prendre les mêmes décisions, fait que soit l'augmenter, soit le retirer pour en avoir la valeur. Mais si je frappe la tour en déclarant que c'est une attaque, comme ce fut le cas dans ce que je viens de faire, si je dis je t'attaque avec mon D8 et le dé touche la tour, ben là mon attaque est réussie. Et tu peux attaquer, si je comprends bien les règles, plus qu'une fois. Je peux dire que je t'attaque avec mon D4 et mon D6. Fait que là, ici, mon D6 n'aurait pas touché la tour. Fait que lui ne serait plus un dé d'attaque, mais mon D8 l'ayant touché précédemment resterait un dé d'attaque. Je précise donc que le D20 ne peut être utilisé que pour attaquer. Fait que quand on lance le D20, on dit automatiquement je t'attaque, j'ai réussi mon attaque parce que je t'ai touché avec mon D20. Fait que là, dans ce cas-ci, je l'aurais touché avec ces 2 dés-là. Et là, le D4 fonctionne de la même façon. Et on lance les dés dans l'ordre que l'on veut. Fait que mon D4, je l'aurais lancé comme ça. Et là, j'aurais fini ma phase de déploiement. Il me reste juste à dire les attaques en tant que telles, elles fonctionnent quand même. Pour savoir si une attaque a été réussie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller additionner la valeur des dés ensemble. Toutes les dés qui ont été utilisés pour faire l'attaque. Fait que j'ai utilisé un 4 et j'ai utilisé un 2. J'ai pas été chanceux sur mon D20. Fait que ici, ça me fait une valeur de 6 d'attaque. À cette valeur-là, on va additionner où j'en suis rendu sur ma piste d'attaque. Moi, j'étais à plus 0. Ça me donne donc une valeur finale de 6. Et le joueur que j'ai attaqué, on va aller comparer ça avec sa valeur de défense. Fait que dans ce cas-ci, on voit que ce joueur-là n'a pas encore été attaqué, ça rien passé, fait qu'il y a une valeur de 8 de défense. Ce qui veut dire que mon attaque a été un succès parce que mes dés, ont touché la tour, mais je n'ai pas réussi à percer sa défense. Si c'est le cas, comme ça vient de se passer, que je réussisse à percer sa défense ou non, je vais faire, ma valeur d'attaque va s'améliorer. Je précise quand même que si j'avais aucun des dés qui avait touché la tour, il avait tout passé dans le beurre, donc il était tout resté sur le plateau de jeu, bien là, cette valeur-là n'aurait pas augmenté. De la même façon, étant donné que lui, il s'est fait attaquer, que l'attaque perce sa défense ou non, bien, il va aller faire un de défense. La seule différence, si j'avais percé son attaque, fait que si, disons, au lieu de rouler un 2-20, j'avais roulé un 18-20, fait que donc 18 plus 4, 22 plus ma valeur de 0,
Tout, là, je bats évidemment sa valeur de 8. Les premières choses ne changent pas. Je fais un d'attaque, il fait 1 de défense parce qu'il s'est fait attaquer. Par contre, il va perdre 1 des points de vie. Ça va faire mal. Et dans mon cas à moi, c'est une des façons de faire des points de victoire. Fait que si j'ai réussi une attaque comme ça, je vais faire une couronne. Après l'attaque, les dés qui ont été utilisés, qui ont touché la tour, que le joueur ait perdu des points de vie ou non, sont retournés sur le plateau et devront être rachetés plus tard. Les dés, comme mon D10, par exemple, si j'avais décidé, je t'attaque avec mon D10, mais ça a passé dans le vide, j'ai pas touché, mais lui, il va rester sur le plateau de jeu, puis au prochain tour, il pourra devenir des ressources ou augmenter sa valeur, comme on l'a vu précédemment. Et à la toute fin de mon tour de jeu, à la fin de ma phase de déploiement d'unités, d'attaque et de navigation, si je remplis les conditions d'une de mes cartes quêtes, je peux la réaliser. Fait que ça se fait automatiquement à la fin du tour si on remplit les conditions. Là, les cartes quêtes, comme je l'ai déjà dit, il y en a différents types. Ici, on a des cartes quêtes de type échange. Ces cartes-là disent, si ta tour se trouve sur ce type de terrain-là, donc si ma tour se touchait ou se trouvait sur une ville, bien, je pourrais échanger 5 pierres pour faire une couronne. Fait que ça, c'est les valeurs d'échange. Fait que ça, il y en a différents types. Si ma tour est sur une ville, je peux changer une ressource de chaque type pour faire une couronne. Si ta tour est dans une forêt, je pourrais échanger un banc de poisson, un poisson pour faire un déplacement à ma tour. Fait que donc le faire bouger pour accélérer pour le prochain tour. Les autres types de cartes qu'on va avoir, on va avoir les cartes de défense. Les cartes de défense sont un petit peu plus difficiles à faire. Pour faire une carte de défense, tu dois avoir ta tour toujours sur le terrain qui est demandé. Fait que ma tour doit toucher à l'eau. Ma tour, il faudrait qu'elle soit là. Et tu dois avoir un dé ou plusieurs dés dans la zone qui est indiquée par la carte. Fait que je dois donc avoir un ou plusieurs dés dans l'eau en plus. Ce qui est le cas, j'ai 2 dés qui sont dans l'eau. Fait que si je fais ça, ben, je peux dépenser autant de valeurs de dés que je veux, que je vais additionner avec ma défense actuelle, et si j'atteins ou bas la valeur qui est là, je pourrai gagner la récompense. Fait que dans ce cas-ci, moi j'ai 8 de défense. Fait que 8 de défense, ben, je pourrais dire, ben tiens, je vais dépenser, je suis dans l'eau, je dépense mon 4 qui touche également à l'eau, 8 plus 4, ça fait 12, je bats la valeur qui est là, je fais donc une des couronnes dont j'ai besoin de faire, et ce dé-là, il est dépensé. Je le ramène sur mon plateau personnel. Le troisième type de quête qu'on a, c'est exactement le même principe que ce que je viens de dire, mais avec l'attaque. Je dois donc être sur une zone où il y a des cristaux mauves, fait que peut-être que ma tour elle pourrait être là-bas. Par exemple, probablement pointer vers ici pour essayer d'attaquer ce joueur-là éventuellement. Je dois avoir des dés qui sont dans des zones de cristaux, fait qu'il faudrait que j'ai un dé dans la même zone. Ça pourrait être une autre zone de cristal ailleurs. On voit qu'il y en a une longue ici, une espèce de vallée. Et là, si je dépense un dé, additionné à ma valeur d'attaque actuelle, je suis à plus 1, fait que 5, mon dé est sur le 5, ça ne fonctionne pas, je ne pourrais pas le faire. Mais si je le laisse monter quelques tours, ou si je réussis à le rouler, ou s'il est frappé puis il change, 8 plus 1, ça fait 9, il battrait donc la valeur. Fait que je pourrais dépenser ce dé-là pour aller chercher 5 cristaux, qui est la ressource qui permet d'acheter les D12. Ça ne serait pas de refus. Évidemment, les cartes, quand on réussit à les faire, elles sont défaussées. Et comme je fais des cartes, bien, dans les prochaines phases de quête, ça va me permettre d'en reprendre des nouvelles. À la fin d'un tour de jeu, le pion premier joueur va passer au joueur suivant dans l'ordre habituel, et on va recommencer un nouveau tour. Fait que chaque joueur va pouvoir se prendre une quête, sauf s'il y en a déjà 2. Ensuite, on va décider avec les dés qu'on sur le plateau, est-ce qu'on fait des ressources ou on augmente leur valeur. On va recruter des nouveaux dés, peut-être échanger, ça faire des couronnes, et on va déplacer nos tours, tenter d'attaquer les autres joueurs, placer nos dés sur le plateau pour pouvoir les utiliser plus tard pour faire des ressources. Comme je l'ai dit précédemment, dès qu'un joueur se rend à 5 couronnes, il déclenche le round final. C'est pas super clair dans les règles si on veut dire le round final, le round en cours, ou si on en joue un de plus. Les parties que j'ai faites, on a décidé de jouer un tour de plus. Et à la fin de ce tour-là, si le joueur qui était à 5 points, c'est encore le seul qui est à 5 points, il l'emporte. Si un deuxième joueur se rend à 5 points, bien là, on va déclencher une course au 6e point. Et le premier joueur, même si c'était pas lui qui avait un 5 initialement, le premier joueur qui se rend à 6 points de victoire l'emporte immédiatement. Là, on n'attend pas la fin du round.
Maintenant, les petites règles pour terminer ça avant d'arriver avec la conclusion, la critique, qu'on a vu qu'on pouvait perdre des points de vie. Qu'est-ce que ça donne de perdre des points de vie? Si on se rend à 0, ben on va avoir 2 options. Il faut juste choisir avec quelle option on veut jouer en début de partie. On peut jouer avec élimination. Si on joue avec élimination, ben un joueur qui est à 0 est éliminé de la partie. Ça accélère grandement le reste de la partie, soit dit en passant, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. La deuxième option qu'on a, c'est qu'on ne peut pas descendre à 0 point de vie. Si on décide de jouer avec ce mode-là, c'est quand on est à 1, si on perd un point de vie, à la place de perdre un point de vie, on va perdre une couronne. Fait que ça devient très risqué, mais ça fait des parties un petit peu plus longues, parce que des fois, on va s'acharner sur le joueur qui a le plus de couronne, en lui faisant perdre son point de vie, ça le recule, et au lieu de l'éliminer, tout simplement. Fait que ça, c'est une des choses. Deuxième affaire, on l'a vu dans un des exemples que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe si j'ai des dés qui vont rouler à l'extérieur du plateau de jeu? Ça dépend de la façon dont ils ont été roulés. Si c'est moi qui l'ai roulé à l'extérieur du plateau de jeu, disons par exemple, dans mon exemple, j'étais comme ça, je roule un D10, je ne déclare pas d'attaque parce que je le veux sur le plateau, mon D10 frappe la tour et sort du plateau de jeu. Comme c'est moi qui l'ai roulé, ben le D10, je vais le ramener dans ma zone active tout simplement. Fait qu'il ne me rapportera rien, mais je n'aurai pas besoin de le payer pour le ramener sur le plateau précédemment. De l'autre façon, disons que ce joueur-là, c'est le joueur jaune. Il décide qu'il veut se déployer un D12. On va voir si je suis capable de le faire. Il frappe mon D4 et mon D4 est sorti du plateau à cause de son D12. Évidemment, il serait sorti au complet. Il n'est pas sorti juste à cause du deck de cartes. Si c'est un autre joueur qui sort l'un de mes dés, le dé il est dépensé. Dans ce cas-ci, le D4, ça ne me coûte rien de le ramener. Le D4 est toujours disponible. Mais s'il m'avait fait sortir un D6, mais le D6, il revient ici, puis il va falloir que je paye pour le revoir. Le D4, j'ai pas besoin. Je vais le redéployer gratuitement au prochain tour, mais il ne me rapportera quand même pas de ressources au prochain tour. Fait que ça, c'est ça qui va se passer aussi avec les dés qui sont à l'extérieur du plateau. Je précise qu'on te donne quelques variantes. J'ai déjà parlé de la dernière variante où tu ne peux pas gagner en faisant un échange de ressources avec ta 5e couronne. On peut décider que c'est une course à 5 points et que ça se finit immédiatement. On peut jouer en équipe si on a 4 ou 6 joueurs. Et on a également un mode solo, qui est un mode un peu de type Tower Defense. Alors voilà, c'était les règles de Towers. J'espère que ce fut clair pour toi. D'abord, au niveau des composantes, bien évidemment, l'espèce de highlight de tout ça, c'est les figurines elles-mêmes. Il y en a juste 6 dans le jeu, c'est des grosses figurines. Sont de super bonne qualité. C'est assez gros. Tu as un petit tapis que tu vas coller en dessous pour pouvoir les glisser sans abîmer ton plateau de jeu. C'est de la super bonne qualité. Le plateau il est très grand, fait que tu as de l'espace en masse pour te promener là-dessus, pour placer tes affaires. Les dés, c'est des beaux sets de dés. Si tu es un amateur des dés de type là, de Donjon Dragon, jeu de rôle, c'est des beaux sets de dés qu'ils ont mis. Ils ont vraiment mis un set complet, même avec un dé de trop, pour chacun des joueurs. Fait qu'on a vraiment une belle qualité de dés. Les plateaux de joueurs sont à double couche. Ça, c'est intéressant aussi. Ça glisse quand même un petit peu dessus, mais c'est quand même bien fait. Les cartes sont de qualité standard, cube. Le reste, c'est de qualité relativement standard. Mais tu as vraiment 2 grandes composantes. Le plateau, puis 3. Le plateau, tes dés, puis tes figurines elles-mêmes. Puis ça, c'est vraiment bien réussi. Les plateaux sont éclairés. C'est très clair quelle zone appartient, parce qu'ils ont vraiment mis des lignes de couleurs pour délimiter les zones avec une couleur qui correspond à la ressource que tu vas trouver dans la zone. Fait que le bleu pour l'eau, le rouge pour la montagne, etc. Fait que c'est facile aussi de se retrouver avec les cartes quêtes. Puis il n'y a pas d'ambiguïté, même si tu as un dé qui est sur la plage, le dé il est clairement dans la zone d'eau. Fait que tu n'as pas à te poser de questions. Quelle ressource il donne? Fait que ça, c'est très très bien réussi. Les composantes, c'est un jeu assez dispendieux, là, mais tu as des belles composantes qui viennent avec. Et au niveau du gameplay, écoute, c'est un jeu qui est vraiment, vraiment unique dans sa façon de se jouer. J'ai jamais joué à quelque chose qui ressemble à ça. C'est sûr que tu as des grands concepts de base, on déplace des unités, on attaque les autres joueurs, fait des points de dégâts, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment particulier de le faire avec une tour à dés et des dés. Moi, j'ai bien aimé ça. C'est pas mon jeu préféré, il rentrera pas dans mon top 100, mais j'ai bien aimé de la façon dont ça fonctionne. C'est assez simple, c'est assez fluide, ça se prend en main facilement, c'est rapide à comprendre. C'est pas si rapide que ça. Une partie, ça peut s'éterniser, ça, je vais y revenir. Mais les joueurs comprennent rapidement ce qu'ils ont à faire, de façon générale, dans les parties que j'ai jouées. Ça se passe bien. C'est vraiment particulier, ton espèce de stratégie de donner plus ou moins de force, de pichenoter ton dé à l'intérieur de ta tour parce que tu veux passer par-dessus la montagne puis essayer d'aller placer ton dé dans l'eau, dans le cristal de l'autre côté pour aller chercher une ressource particulière, ou tu t'enlignes pour essayer de viser ta petite
batch de dés de ton adversaire dans le doigt, tu vas essayer d'aller mettre ton D12 là-dedans, peut-être sortir un ou deux dés de ton adversaire. C'est le fun comment les attaques fonctionnent. Tu déplaces ta tour, puis ensuite, ou tu la tournes, puis ensuite tu essaies de viser un adversaire, puis comme je dis, tu essaies de lancer ton dé dans ta tour pour qu'il se rende plus loin, pour essayer de le frapper. Fait que le D20 est intéressant pour ça là-dessus aussi. Fait que c'est vraiment... J'ai trouvé ça vraiment cool, vraiment particulier comment ça fonctionne, mais ça va plaire à un public, je pense, qui va accepter les espèces d'aléas qui viennent avec le jeu. Tous tes ouvriers, c'est des dés. Ça veut dire que ça se peut que tu roules des 1 toute la game. Donc, tu n'as pas de ressources, tu ne réussis pas à faire des jets d'attaque intéressants. Ton D20, tu le roules puis tu le perds, mais tu as roulé juste un 3 dessus puis ça t'a rien donné. Puis le D20 coûte cher parce qu'il coûte une ressource de chaque, il coûte 4 ressources à acheter. Fait que ça peut être choquant. Le D20, il récolte pas de ressources. Fait que même si tu rates ton attaque avec, tu l'enlèves du plateau, puis tu le tasses, tu le ramènes dans ta zone active s'il n'y a pas rien touché. Mais dès qu'il a touché de quoi, tu vas l'enlever quand même. Il y a un système pour faire des ricochets, fait que si tu es capable de frapper une tour puis d'aller en frapper une deuxième, tu vas calculer ton attaque de façon séparée pour chacune des tours, puis tu as des chances de faire 2 couronnes d'un coup, même si tu montes quand même juste d'une épée. Mais tu sais, le fait que ça soit des dés, c'est très aléatoire. Tes cartes de quête, des fois, tu as une carte qui sort qui fait vraiment pour ce que tu es en train de faire, puis des fois pas du tout. Fait que des fois, tu es pogné comme avec tes 2 cartes pour être capable, parce que tu es obligé de prendre une carte en début de tour de jeu. Si jamais... Ben en fait, tu es obligé. Tu peux toujours juste défausser une carte puis la remplacer quand tu en as rien qu'une. Mais une fois que tu as 2 cartes, tu peux plus flusher une de tes 2 cartes, tu peux plus la défausser sans la faire. Tu dois réussir tes cartes. Fait que pour t'ouvrir des espaces dans tes quêtes, il faut que tu les fasses. Puis des fois, il y a des quêtes qui sortent qui ne fit pas du tout avec ce que tu es en train de faire. Ça n'a pas rapport avec les ressources que tu es en train de ramasser. Ou c'est des zones qui sont loin d'où tu te trouves. Fait que ça, t'as quand même plusieurs couches de hasard à l'intérieur. Mais c'est un jeu quand même très, très améritrage. Fait que le hasard, on s'attend à ce qu'il soit présent. Ça, je n'ai déjà parlé dans le matériel, mais le visuel du jeu apporte quand même beaucoup. C'est très éclairé, c'est très éclaté, c'est super le fun. Cet aspect-là. J'aurais aimé qu'il y ait peut-être des pouvoirs particuliers selon ta faction. Là, il n'y en a vraiment pas. Les factions sont toutes exactement pareilles. Ou qu'il y ait une extension qui permette d'amener ça. Ça aurait pu être intéressant. Les 2 affaires que je vais y reprocher le plus, probablement, c'est des fois le jeu, vers la fin de la partie, peut s'éterniser. C'est un jeu, j'ai des parties à 4 qui se sont réglées en 1 heure, c'était parfait. J'en ai qui se sont éternisées parce que le dernier point de victoire, là, tout le monde s'acharne puis on va bloquer pour pas que ça le prenne. Fait que ça te fait une fin de partie des fois un peu ce que j'appellerais munchkinienne, où tout le monde s'acharne sur celui qui manque un level pour gagner sa game puis finit par stagner puis pas être capable de progresser. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut arriver dans ce jeu-là. Il peut arriver qu'on se bloque ou que les fins de game deviennent interminables parce qu'on est 2 joueurs à s'attaquer l'un l'autre, on a juste besoin d'un point de victoire, puis on roule notre D20, puis on le rachète à tous les tours, mais on n'arrête pas de rouler des 2 puis 2-3, fait que ça finit par pas se passer. Fait que ça, il y a ça qui peut être un petit négatif, les fins de partie. Le deuxième gros négatif, c'est probablement ça, malheureusement, comme c'est souvent le cas sur les Kickstarter, malheureusement. Le livre de règles couvre à peu près aucun cas ambigu. Là, ce que je veux dire, c'est par exemple dans les déplacements. Je me déplace, il y a une tour dans mon chemin, mais ma tige est assez longue pour aller de l'autre côté. Est-ce que j'ai le droit de passer au travers les tours des autres joueurs ou ça me bloque? La seule règle qu'on a, la seule précision qu'on a pour les déplacements, c'est qu'il doit toujours y avoir l'espace d'un D20 entre 2 tours. Fait que je sais que je peux pas arrêter, mais je peux-tu passer au travers puis aller de l'autre côté? Même chose pour les dés. Si je me déplace à un endroit où il y a des dés, est-ce que je tasse les dés ou est-ce qu'il faut que j'arrête avant? Ça, c'est pas clair. Puis il y a beaucoup de petits cas, certaines cartes de quête, il n'y a pas d'explication pour les cartes de quête spécifiques là-dedans. Fait qu'il y a certaines cartes que des fois l'iconographie, t'es comme je suis pas sûr exactement qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour la réussir, cette quête-là. Les trick shots, on me dit, les trick shots, c'est quand j'essaie d'attaquer 2 tours en même temps. On précise de façon très claire que je dois annoncer avec un dé que je vais attaquer quelqu'un. Mais on ne dit pas si j'en attaque 2, il faut que j'annonce le deuxième aussi, ou si j'ai réussi à frapper le premier, puis ça touche pas, ça touche le deuxième, ça compte comme un trick shot, même si je l'avais pas prévu. Sinon, je trouve bien à chaque fois que je lance un dé qui est d'attaque, dire ben là j'attaque tout le monde sur le plateau. Est-ce que je dois annoncer dans l'ordre que je les touche, ou toucher lui en premier, puis lui en deuxième? Il y a beaucoup de petites ambiguïtés comme ça qui sont pas claires. Fait qu'il faut prendre des décisions sur le fly. Là. Ça fait quelques parties que je joue. Fait que j'ai décidé comment certaines règles fonctionnaient. J'en ai déjà parlé le dernier tour de jeu. On dit quand telle chose se passe, ça déclenche le dernier tour de jeu. C'est-tu le tour en cours, le dernier tour de jeu, ou c'est le prochain le dernier tour de jeu? C'est pas précisé. Fait qu'il y a beaucoup de petites choses comme ça qu'il va falloir que tu décides sur le fly. Mais ça, c'est relativement mineur, mais moi, ça m'a achalé pour un jeu simple comme ça. J'aurais aimé ça que les règles soient très claires. Tu as les petites extensions qui existent, une carte
spécial que tu peux brasser, que j'ai mis à peu près dans toutes les games que j'ai joué puis que j'ai pas vu encore parce que le deck de cartes quête est très épais. Et tu as une petite extension avec des murs que tu peux construire dans des zones que les joueurs vont utiliser pour bloquer certaines zones, qui est intéressante aussi. Fait que mon verdict final, si t'aimes les jeux de contrôle de territoire avec une touche de dextérité, c'est quelque chose qui pourrait peut-être te plaire. Le jeu il est disponible dans certaines boutiques au Canada. Je l'ai vu encore ce matin à différents endroits, variant entre 70 et 90 $ selon l'endroit où tu le cherches en canadien, évidemment, plus le shipping, là, dépendamment où tu commandes. Fait que c'est un jeu qui est encore disponible. C'est un jeu qui est vraiment passé en dessous du radar. Je pense que ce sont des éditeurs québécois. Je suis pas certain à 100%. Mais j'ai trouvé que c'est un produit vraiment unique. Je peux pas utiliser un autre mot que ça. Tes ouvriers avec des dés, des grosses tours qui te servent de château, qui se déplacent, avec lesquels tu collectes des ressources, tu essaies d'attaquer les autres. J'ai trouvé ça vraiment original, intéressant. Sera-t-il dans mes jeux de l'année? Je ne le sais pas encore, trop tôt pour le dire. Si on a une catégorie d'originalité, c'est à peu près sûr que oui. Mais sinon, je ne sais pas, il y a quand même ces petits défauts, la longueur, l'ambiguïté de certaines règles, mais j'aime beaucoup son aspect tactile, son aspect de dextérité qui vient se mélanger à contrôle de territoire puis d'attaque, un type de jeu que j'aime beaucoup. Fait que moi, c'est quand même une belle découverte que j'ai faite cette année. Fait que sur ce, j'espère que ça t'a permis de te faire une idée sur ce qu'était Ta Wars, des fois que c'est quelque chose qui t'intéresserait. Et si ce n'est pas encore fait, je vais t'inviter, dis-je, à t'abonner à notre chaîne YouTube, venez nous visiter sur Facebook, Twitter, Instagram, dis-je, des vieux réflexes qui reviennent. Et pourquoi pas, venez nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine et fais attention à